Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, l'épilogue dans la querelle qui oppose depuis plusieurs mois le maire de Bron à une partie de son exécutif. L'appel au secours des familles d'enfants autistes inquiets pour leur prise en charge après leurs 12 ans. Enfin, le dossier de la rédaction consacré cette semaine au retour du lynx dans le Beaujolais, diversement apprécié. Le conseil municipal de Bron, réuni en séance extraordinaire, a donc entériné hier soir l'éviction d'une partie de l'exécutif. Point final à la bataille fratricide qui opposait le maire, Annie Guillemot, à certaines de ses adjointes, Arnaud Fora. C'est à pas de velours qu'Elisabeth Brissy-Kéran est entrée hier soir au conseil municipal de Bron. À l'ordre du jour, sa destitution, ainsi que celle d'Evelyne Brunet et Nora Begag, toutes trois aujourd'hui ex-adjointes au maire. Beaucoup d'indignation, de la colère et de la tristesse de ne plus pouvoir m'impliquer comme j'ai pu le faire. J'étais arrivée en 2008 avec beaucoup d'espoir et maintenant je pense que je l'ai perdu. Je continuerai à défendre les intérêts des Brondillans et j'interpellerai parce que je rappelle que je reste une élue de la République. Adjointes de la majorité, toutes payaient hier soir leur opposition à Annie Guillemot et à son projet de nouvelle médiathèque pour Bron, jugé trop grand, trop cher et surtout pas suffisamment ouvert à discussion. On ne peut pas se revendiquer de la démocratie et quand des décisions sont prises à la majorité dans un groupe, ne pas vouloir respecter ces décisions-là. Donc si Mme Brissy-Kéran veut être maire à ma place, il fallait qu'elle se présente en tête des élections. Au final, sur les 32 élus de la majorité, 24, autant dire tout le monde, auront voté l'éviction des 3 adjointes et de 5 conseillers. De quoi déstabiliser plus d'un Brondillan. Je trouve que les deux gens sont bien dans les deux partis, alors ça me m'énerve beaucoup. À Bron, on pourrait presque parler de médiathèque de la discorde, celle par qui Annie Guillemot aura été ébranlée jusque dans sa propre majorité. Elle qui voulait donner un signal architectural fort aura surtout montré qu'en définitif, c'est le maire qui décide. Les premiers travaux devraient débuter fin 2011. Pour les locataires poursuivis par la SACVEL pour avoir refusé de payer les augmentations de leur loyer, c'est une première victoire. Le tribunal d'instance de Villeurbanne vient de donner raison à 2 d'entre eux qui voient ainsi leur bail reconduit aux conditions initiales. Par ailleurs, la SACVEL devra leur verser à chacun 600 € d'indemnité. Ce jugement déboute entièrement la SACVEL de toutes ses demandes. Donc le bail des locataires a été reconduit aux mêmes conditions et aux mêmes tarifs. Donc bien sûr qu'on est très content, mais il y a encore 4 jugements qui doivent arriver. Il y a encore 94 familles qui sont en attente d'un délibéré. Donc c'est une première victoire, c'est une première étape. Les familles d'enfants autistes tirent la sonnette d'alarme. Dans le Rhône, il n'existe à ce jour qu'une seule structure capable d'accueillir les adolescents après 12 ans et beaucoup se retrouvent aujourd'hui sans solution. Jean-Marc Roffa. Les parents de Mélissande et les nombreuses familles d'enfants autistes du Rhône sont inquiets et en colère, à tel point que leur association Autisme Éducation a réuni la presse pour dénoncer la promesse non tenue par la DAS en 2009 d'ouvrir une structure spécifique pour les autistes jusqu'à 20 ans. Ils montrent du doigt ce local de 1000 m² tout neuf à la Duchère qui était initialement pressenti pour accueillir leur structure adaptée. Aujourd'hui, le financement est là, mais il suffit qu'il soit attribué à tel ou tel projet, donc on souhaite que ce soit à notre projet. Pour l'association, il y a urgence d'avoir l'affectation de ce local puisque 150 enfants autistes attendent une solution d'accueil adaptée dans le Grand Lyon. Si ce n'est pas le cas, l'un des parents de Mélissande devra l'an prochain s'arrêter de travailler pour la garder à la maison. Ici, dans le Rhône, on a beaucoup de difficultés à faire en sorte que notre enfant soit scolarisé tout à fait normalement. Et on se bat aux côtés d'autres familles pour ouvrir des structures. À l'âge de 12 ans, l'école n'est plus possible. Un grand nombre de familles se retrouvent sans solution. Et là, vous avez votre enfant à domicile toute la journée. Ça veut dire perte de nos activités professionnelles. Interrogée sur le sujet, l'Agence régionale de la santé précise que plusieurs autres associations sont en demande du local de la Duchère. Son affectation est liée à la décision du Conseil général.
Un millier d'entreprises seraient concernées dans le Rhône. Les sociétés de plus de 50 salariés et dont les dividendes versés aux actionnaires seraient en hausse pourraient avoir prochainement pour obligation de verser à leurs employés une prime annuelle qui pourrait atteindre les 1 000 €. Le projet de loi du gouvernement qui sera soumis au Parlement avant l'été suscite aujourd'hui de nombreuses réactions. Les patrons notamment s'inscrivent résolument contre. Nous avons conscience effectivement qu'il faut trouver des solutions pour améliorer les salaires. Le monde change, les lignes bougent, il faut le prendre en compte, mais on ne fait pas comme ça, en claquant dans les doigts, bing, on va mettre une prime de 1 000 €. Les entreprises ont fait des efforts pour garder leur personnel. Aujourd'hui, elles essayent de reconstituer leur trésorerie et on va leur demander, si elles le peuvent, mais qu'elles le fassent. Et je vous assure que celles qui peuvent, elles le font. Mais encore une fois, pourquoi on oblige ? La présence d'un lynx dans le Beaujolais a été officiellement confirmée par la préfecture du Rhône le 14 avril dernier. Depuis, le félin, dont l'espèce est protégée, s'en serait pris à quelques troupeaux de moutons, mais il reste insaisissable. Sur la piste du lynx, c'est le gros plan de la semaine. Il est signé Benoît d'Autriche. C'est officiel au cœur du Beaujolais, entre la forêt de la Cantinière et celle de la Pyramide, le lynx est de retour. Début avril, un automobiliste l'aperçoit. Quelques jours plus tard, c'est un éleveur qui donne l'alerte. Plusieurs de ses moutons ont été égorgés. On voit bien, sur la première peau, les impacts des dents. Ils sont très caractérisés. Avec ça, on peut à 80% dire que c'est un lynx. Pour en avoir la confirmation, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage décide donc de tendre un piège au félin. Un cadavre de mouton pour appât et un appareil photo à déclencheur infrarouge. Le résultat est impressionnant. On a eu la chance, la 4e nuit, là, d'avoir une série de 40 clichés très nets de l'animal. Le retour d'un grand prédateur protégé qui plus est soulève aujourd'hui plusieurs questions. La première, a-t-il sa place sur un territoire où il n'a plus mis les pattes depuis un siècle? Pour les spécialistes, c'est possible, mais ça demande une réelle volonté. Le lynx, sa proie de prédilection, en gros, c'est le chevreuil, hein, les petits ongulés. Évidemment, c'est les chevreuils que mangeront les lynx, ils ne seront pas tirés par les chasseurs. Donc là, il y a un problème, c'est qu'il va falloir cohabiter. Ça, c'est la condition. La deuxième question, comment protéger les troupeaux? Depuis sa première attaque, le lynx est revenu à la charge chez le même éleveur. Celui-ci préfère d'ailleurs garder l'anonymat, mais il va devoir trouver très vite une solution. Le troupeau va être en fait enlevé, entre guillemets, dans l'animal chaque nuit, puisqu'il va être rentré dans une bergerie, au moins pendant une dizaine de jours, pour éviter que l'animal, le lynx, se spécialise sur ses proies qui lui sont faciles à attraper. Dans le Beaujolais, on s'apprête donc à vivre avec le lynx. Aujourd'hui en France, ils ne sont plus que 150 individus, dont 100 uniquement dans le massif du Jura. L'œuvre de l'artiste camerounais Pascal Martin Taillou sera finalement réinstallée dans l'église Saint-Bonaventure mardi prochain. La colonne Pascal, un empilement de casseroles de 7 mètres de haut, avait été volontairement renversée mardi soir. Mais les objets en faïence qui ont été sauvés doivent être restaurés. L'ensemble recomposé reprendra sa place au milieu de l'allée centrale. Le musée des Confluences s'expose hors les murs et rend hommage à son père fondateur, Émile Guimet. Dans le hall d'une banque située rue de la République, vous pourrez ainsi découvrir les trésors glanés à la fin du 19e et au début du 20e siècle par cet industriel lyonnais passionné par l'histoire des religions, grand voyageur et grand collectionneur. On voit que rapidement il se passionne pour l'art et puis après son intérêt va aller vers les religions et il a envie de partager tout ça. Donc c'est vrai que le musée pour lui c'est un moyen de donner accès au plus grand nombre à cette connaissance. Il va publier énormément sur des sujets extrêmement divers. On voit que c'est un homme curieux, passionné, qui a envie d'échanger. D'abord, c'est un grand humaniste. Pas un simonien lui-même mais pas loin, un très grand humaniste, avec énormément de tolérance, et c'est aussi quelqu'un qui avait comme devise « labor amor », le travail et l'amour. Et en ces deux choses-là, on résume beaucoup de choses. Sur les pas d'Émile Guimet, une exposition à découvrir au 8 rue de la République jusqu'au 5 mai prochain. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.